Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 26e Festival des Globetrotters édition 2014. Je suis très ravi de recevoir aujourd'hui Mélusine Malander. Comment vas-tu bien? Je vais bien, merci. Tu es revenu ici nous montrer pour ce festival un reportage qui s'appelle Les routes persanes. Donc c'est un documentaire de 52 minutes. J'ai noté Road for Freedom. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est d'une expédition qui était justement, oui, on va dire, sur le thème de la liberté. C'est une expédition à moto. Et justement, cette moto-là symbolise pour moi la liberté. Et l'idée, c'était de partir et se poser des questions sur qu'est-ce que c'est la liberté ailleurs. Alors tu es partie toute seule, on est bien d'accord. Et tu es partie dans quel pays? Ça va scotcher pas mal d'entre vous. Alors en tout cas, en ce qui concerne les routes persanes, je suis partie principalement en Iran. Enfin, c'était vraiment un des objectifs de cette expédition. Mais je suis quand même allée jusqu'au Tadjikistan, au Kyrgyzstan, en partant de Paris et en y retournant. Pendant 4 mois? Pendant 4 mois et j'ai fait 28 000 km. Mélusine, pendant 4 mois, tu es partie en Iran avec tout ce qui va autour, toute seule à moto. Moi j'ai envie de te dire, mais t'es pas un peu inconsciente? C'est dangereux l'Iran. Toutes les questions qu'on se pose. Alors peut-être un peu inconsciente, mais je crois que c'est ce qui permet aussi de se poser pas trop de questions. Il faut s'en poser, mais justement pas trop pour s'empêcher de faire les choses. Et ça s'est avéré, l'Iran pour moi ça a été une magnifique rencontre. Plus sérieusement, en fait, voilà, c'est le genre de questions que certaines personnes se posent parce que c'est des pays interdits, on a une image qui peut être un peu faussée. Bien évidemment, on parle de l'Iran comme on parle de tellement d'autres pays, tout de suite, ça peut faire peur. Mais en fin de compte, toi, ton témoignage de ce retour, qu'est-ce que tu en ressors? J'en ressors qu'il y a une multitude d'Iran et surtout, il y a toujours des gens qui y vivent, qui rigolent, qui essaient de faire la fête, qui essaient de survivre, qui essaient de se battre pour leur liberté. Et surtout des gens très chaleureux. On va rappeler aussi une chose, c'est que donc c'est pas ton premier voyage. T'as quand même maintenant, tu commences à avoir de la bouteille. Déjà, tu fais de la moto depuis tes 18 ans, 20 ans. Tes parents sont également motards. Quel a été vraiment ton premier électrochoc dans le voyage de ce style? Je crois que la première chose, c'est que j'ai toujours voulu partir depuis toute petite, mais c'est vrai que j'ai fait de l'humanitaire et à 18 ans, quand je suis partie au Togo, et là, ça a été une grosse baffe et j'ai voulu continuer à aller me questionner, voir ce qu'il y avait ailleurs. Et ça a commencé comme ça. Donc le Togo, il y a eu en 2009 un beau voyage également, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je suis partie 6 mois avec Christian Clot, qui est lui un vrai explorateur, pour le coup, professionnel. Et j'ai eu la chance, il m'a emmené en Patagonie et nous sommes partis 6 mois faire en kayak et à pied dans la Pampa. Et là, ça a été aussi une grande ouverture parce que après ces 6 mois, je pouvais camper mais n'importe où. Le monde était complètement ouvert. Alors, on va revenir sur ton film sur l'Iran, les routes perses. Bon, je dis l'Iran, mais il n'y avait pas que l'Iran. Hein. Moi, ce que je voudrais savoir, ce qui m'impressionne surtout, en tant que nana, seule, sur une moto, le regard de la population. Les gens avec le casque, quand on enlève le casque, alors tu avais les cheveux qui dépassaient du casque, ils se rendaient compte, mais c'est une femme, en plus une Française. Quelle était leur attitude par rapport à toi? Non, vraiment les gens, ils s'étonnent. C'est vrai qu'ils sont hyper étonnés. Mais c'est vrai que là, ça me rappelle la fois où justement j'avais ce casque et je demandais mon chemin et je vois un homme au bord de la route. Je lui dis chouette, je vais pouvoir lui demander où il y a la prochaine station-service et je suis en Ouzbékistan. Et il vient et naturellement il me tend la main, je lui serre la main et j'ouvre le casque et il voit que je suis une fille et là il fait ah non, et il part et moi j'ai toujours pas ma réponse. Donc c'est arrivé souvent ce cas de figure? Ça m'est pas arrivé souvent parce qu'après j'ai fait attention. C'est là j'ai l'avantage de pouvoir enlever la visière et de montrer tout de suite que je suis une femme comme ça. Pourquoi t'as pas pris un casque rose? Au moins ça permet de pouvoir savoir. Mais le rose n'est pas forcément synonyme de femme dans d'autres pays. Et puis après c'était pas grave, mais c'est vrai que c'est une grosse surprise. Souvent les gens sont vraiment interloqués. Pourquoi est-ce que je suis toute seule? Pourquoi parce que est-ce que j'ai pas d'amis? Est-ce que j'ai pas de mari? C'est vraiment toutes ces questions-là qui se posent comme question. Alors, durant ce voyage-là, comment tu dormais où? Comment tu as préparé en fait déjà la bécane avec le matos? Comment tu organisais justement ton hébergement, tout simplement? Moi, je suis complètement autonome. J'ai ma tente, j'ai mon réchaud, j'ai de la nourriture pour quelques jours, j'ai de l'eau. L'organisation, en fait, le fait d'être une femme, et ça a été on va dire l'obligation que j'ai eue, c'est que j'évite de camper seule.
j'évite de camper seule au milieu de la nature, sauf des cas vraiment, à part la Mongolie, où là, il n'y a vraiment aucun problème, mais toujours aller là où il y a un hameau, là où il y a des femmes et là où il y a des enfants. Pour éviter vraiment d'être trop isolé pour dormir en pleine... D'accord. Et d'avoir la surprise d'avoir un bonhomme qui arrive au milieu de la nuit et qui fait salut, bonjour. Elle est sympa. Ça t'est déjà arrivé quelque part? Oui, au Kazakhstan. Au Kazakhstan, d'accord. Et on apprend. Et suite à ça, voilà, c'était vraiment après la rigueur. Ah non, j'évite de camper seule. C'était un choix de vraiment aller voir les gens, d'aller à la rencontre de la population, ou plus quelque chose qui est de spirituel, voire les deux à la fois? Un peu des deux. Je crois qu'il y avait... tout d'abord, c'est vrai que l'impulsion, c'était vers moi-même. Et puis, parce que c'est quand même une histoire personnelle, on reste seul avec... Enfin, il ne faut pas avoir peur de se retrouver seul avec soi-même dans ce type d'aventure. Tu étais toujours en contact avec des gens en France, avec un système téléphonique ou autre, ou vraiment tu t'es coupé du monde? J'ai un portable avec lequel je donnais des nouvelles régulièrement quand je pouvais. Après, ça m'est arrivé pendant 10 jours, soit pas avoir de réseau, pas avoir d'électricité. Mais sinon, je ne cherche pas à m'incruster chez les gens. Je cherche à les rencontrer. Et quand je dors près de chez eux, l'idée n'est pas de me faire nourrir par ces gens-là. Je suis autonome, je reste à côté parce que c'est aussi des raisons de sécurité. Et après, le dialogue, il se crée. Ils me voient arriver au début, ils sont là... Pourquoi? Et la tente, puis ils me voient construire la tente, les enfants viennent, ils m'aident, et puis après, il y a un échange et on partage un bol de thé, et ça s'assouplit, et voilà. J'ai un truc tout bête, c'est peut-être bête comme question, mais sous ton casque, tu avais un foulard? Il n'y a pas besoin en Iran. Ah si, en Iran c'est obligatoire. N'importe où. C'est pas que à Téhéran, c'est vraiment dans tout le pays, même sous le casque, tu as un foulard où tu l'enlèves, tu enlèves le casque et tu mets ton foulard après, quoi. Voilà, c'est ça. Non, le foulard, il faut cacher toutes les extrémités, il faut cacher le postérieur. Enfin, c'est dans la loi, dans tout l'Iran. Ce qui peut être sympa aussi de savoir, c'est le regard de la communauté des mecs motards en France. Est-ce que tu rencontres pas mal de motards, une petite nana comme toi, de 33 ans qui fait de la moto, qui part dans des voyages pas possibles, comment ils ont ce regard sur toi? Non, mais très positif. Il y a pas, moi, je ressens pas en tout cas de machisme. Vraiment pas, je me sens vraiment intégrée dans la communauté motarde. Je crois qu'il y a la place justement pour les femmes dans la moto. Et en général, c'est toujours hyper positif parce que je crois que c'est ça qui est génial, c'est que la moto, ça rapproche toutes les tranches sociales. On a les passionnés de moto, ils peuvent être directeurs d'entreprise, mais aussi bien être ouvriers. Voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment la moto. La moto rapproche toutes les classes sociales. Et même le fait d'être une femme ou un homme, je crois que le fait de voyager, de montrer que oui, on peut prendre la moto, voyager, ça fait rêver. Et non, je crois que je suis respectée maintenant, en tout cas. Alors là, on est en septembre 2014. Il y a un grand tournant dans ta vie, avec notamment la chaîne Voyage. Tout s'accélère pour toi. C'est quelque chose que tu avais déjà anticipé, enfin que tu aurais pu anticiper, ou ça t'arrive comme ça en pleine figure? Non, j'avais pas forcément anticipé, mais je suis très contente. C'est un beau partenariat. Enfin, c'est chouette. J'arrive à partager des idées, enfin en tout cas montrer ces pays que j'aime. À la télé, et je crois que j'espère que voilà, les gens peuvent découvrir un autre aspect de ces endroits-là. Donc en tout cas, aujourd'hui, tu partages avec nous au Festival des Globetrotters les routes persanes. Je rappelle, Mélusine Malander. Tu as un site internet qui s'affiche ici, c'est melusinemalander.fr. Il est juste là. Je pense qu'on a bien mis les mains là comme il fallait. Et donc, j'espère te revoir une prochaine fois pour un futur projet. Il y en a peut-être un, remarque. Il y en a toujours. Il y en a toujours, mais ça reste secret pour l'instant. On va d'abord se focaliser là-dessus. Merci encore pour ta venue. Et puis, on se dit à très très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Il n'y a pas de souci. À bientôt. Au revoir.